أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا إفلي الله أما بعد ceci étant dit. Alors aujourd'hui on va finir cette introduction un petit peu générale avec la critique du docteur Mustapha Sibai sur l'orientalisme. Et après, je vous expliquerai ce qu'on verra après. Alors, conclusion de la recherche. Donc, peut-être, donc voilà, histoire de vous dire que peut-être qu'aujourd'hui, le cours sera peut-être un petit peu plus court que ce qu'on aura pu faire auparavant sur les cours d'orientalisme. Et comme ça, en fonction, peut-être qu'on commencera la semaine prochaine avec cette dernière phase de cours sur l'orientalisme. Donc, conclusion de la recherche. Les derniers propos que je tiendrai, donc c'est toujours le docteur Mustapha Sibai qui parle, au sujet des orientalistes sont depuis que les croisades ont pris fin, par un échec du point de vue militaire et politique, la pensée de l'Occident n'a cessé de se venger de l'islam et de ses adeptes par d'autres voies. La première fois, la première voie fut l'étude de l'islam et sa critique, et dans l'ambiance de cette pensée qui a dominé l'environnement chrétien en Occident durant le Moyen Âge. Il y a l'idée de mainmise sur les pays musulmans par la force et la prédominance. Lorsque le monde musulman commença à décliner politiquement et militairement, économiquement et culturellement, et l'Occident se mit à attaquer successivement un pays après l'autre du monde musulman. À peine l'Occident acheva-t-il sa conquête sur plusieurs contrées du monde musulman que les études occidentales sur l'islam et son histoire se développèrent et se propagèrent en vue de justifier leur politique impérialiste à l'écart de ces peuples. Au siècle dernier, ils ont réalisé l'étude de l'héritage islamique sur tous ses aspects religieux, historiques et civilisationnels. Il est donc naturel que l'étude marquée pour atteindre la vérité le soit par deux écrans, deux voiles. Le premier, le fanatisme religieux, s'est poursuivi chez les valets de l'Europe et ses chefs militaires jusqu'à ce que lorsque les armées alliées entrèrent dans la Première Guerre mondiale à Jérusalem, Lord Allenby dit cette célèbre parole: c'est seulement maintenant que les croisades sont terminées, c'est-à-dire sur le plan militaire. Quant au fanatisme religieux, son influence demeure dans de nombreux érudits d'Occident au sujet de l'islam, dans de nombreux écrits d'occidentaux au sujet de l'islam et de sa civilisation. La plupart de ce que nous trouvons est l'équité de l'islam et de son messager parmi les érudits et lettrés occidentaux qui se sont libérés de l'autorité de leur religion. Pour cela, nous allons donner l'exemple de Gustave Le Bon à travers son livre La civilisation des Arabes, livre le plus important qu'aient écrit les Occidentaux sur l'équité de l'islam et de sa civilisation. Parce que Gustave Le Bon était un philosophe matérialiste qui ne croyait pas du tout aux religions. Pour cette raison, et en raison de son équité envers la civilisation islamique, les Occidentaux, dans leur milieu scientifique, n'appréciaient pas son savoir à sa juste valeur. Il fit sans aucun doute partie des plus illustres sociologues et historiens du XIXe siècle. Et malgré cela, les Occidentaux le traitèrent injustement, et notamment les Français, par rapport à ce que nous avons mentionné. Le deuxième, le deuxième écran, ou le deuxième voile, est la puissance matérielle et scientifique à laquelle les Occidentaux sont parvenus au XVIIIe et XIXe siècle, ce qui a introduit dans les âmes de leurs savants, historiens, écrivains, une grande part de l'heure
au point où ils ont cru que les Occidentaux sont source de toutes les civilisations dans l'histoire, excepté celle égyptienne. Et que la mentalité occidentale est la seule mentalité à la réflexion précise qui peut réfléchir logiquement et sainement. Quant aux autres peuples, notamment les musulmans, leur mentalité est simple, naïve et simpliste, ou plus justement atomique, comme l'exprimait l'orientalisme Gibb dans son livre L'orientation de l'islam. Il voulait signifier par là que la mentalité islamique conçoit les choses par le biais de choses partielles et non comme un tout. Ils n'ont conclu cela qu'à la lumière de ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux, comme impuissance des peuples qu'ils ont colonisés, ainsi que l'ignorance qui les a dominés et le retard qui les a envahis sous tous les angles de vie. Donc ça, après, on le détaillera un petit peu plus lorsqu'on verra la colonisation. Mais ce qu'il faut comprendre, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'espèce de décadence un petit peu que l'on trouve aujourd'hui dans le... Enfin, décadence entre guillemets, que l'on trouve aujourd'hui dans le monde musulman est en grande partie due à la colonisation elle-même. C'est-à-dire que ce qui avant pouvait être considéré comme un développement technologique dans une réalité donnée, une réalité civilisationnelle donnée, était considéré par les Occidentaux comme un retard technologique, un retard civilisationnel, alors que c'était purement une réalité qui était ancrée dans les valeurs sociales, traditionnelles, spirituelles, éthiques et morales d'une société arabo-musulmane, par exemple. Et ancrée dans un héritage, justement, spirituel islamique. Vu qu'en face, l'Occident s'est progressivement détaché de ses valeurs traditionnelles religieuses, voulant mettre en avant le matérialisme et le consumérisme au-dessus de toute norme éthique et morale sociétale basée sur des principes religieux, le développement technologique et le développement euh, scientifique, économique, etc., était une priorité plutôt que un développement enraciné dans un cadre éthique et moral basé sur une réalité religieuse. Ce qui fait que, d'une certaine manière, les orientaux et notamment le monde musulman, ne voulant pas dépasser une certaine limite au niveau des valeurs éthiques et morales dues à sa société, ne, comment je pourrais dire ça, ne pouvait qu'être considéré comme arriéré face à une civilisation qui a détruit toutes ces valeurs éthiques et morales intrinsèques à sa civilisation et à sa population. C'est ça qui amène aussi d'ailleurs le discours de plusieurs héritiers idéologiques de l'orientalisme qui aujourd'hui disent par exemple que euh, sans la colonisation française, l'Algérie n'existerait pas, etc., etc. Donc lorsque commença notre contact avec la civilisation occidentale, au début de ce siècle, et que la culture se répandit parmi nous, les intellectuels, en dehors des savants de la loi, ne trouvèrent devant eux aucune voie aplanie pour débattre de notre héritage considérable dans d'anciens ouvrages non méthodologiques, non méthodiques, qui conviendraient, et la mise en ordre des livres scientifiques chez les Occidentaux que les ouvrages des orientalistes. Ces derniers ont passé leur vie entière à étudier notre culture et poursuivre leurs références dans les bibliothèques publiques chez eux ou chez eux, dans les bibliothèques publiques de chez eux,
au point où l'un d'eux pouvait demeurer 20 ans à composer un livre sur l'un des domaines de notre culture, et dans lequel il se reportait à ce qui lui était parvenu comme source ancienne, comme livre de nos premiers savants. Par cet effort continu de la part de leurs savants et de cette disponibilité totale, ainsi que le désir colonialiste et religieux que j'ai indiqué, ils ont su organiser le discours sur notre culture de manière à éblouir les yeux de nos intellectuels et à conquérir leur cœur, surtout lorsqu'ils comparaient leur style à celui de nos livres scientifiques anciens. Ils étaient amenés à citer des livres d'orientalistes admiratifs de leur savoir et de leur érudition, pensant qu'ils ne disaient que la vérité, et que lorsqu'ils contredisaient les faits établis chez nous, ils étaient les plus justes dans le jugement, puisque suivant une méthode scientifique précise et ne s'en écartant pas. Et à partir de là, la confiance dans les recherches de ces Occidentaux prit naissance en favorisant ainsi leurs opinions. Il n'a pas été permis à ces intellectuels de retourner aux sources islamiques dans lesquelles dans lesquelles ont puisé les orientalistes et autres chercheurs occidentaux, soit en raison de la difficulté de retourner à nos sources, soit à cause du désir pressant de produire scientifiquement, ou bien encore par envie d'apporter des vérités en opposition avec ce qui est dominant dans nos milieux scientifiques, religieux et autres. Il y eut un certain temps où ce sentiment d'infériorité et d'impuissance prit le dessus sur nous, ainsi que notre manque de confiance en nous par rapport aux chercheurs occidentaux, notre vénération et notre admiration pour eux, et enfin une bonne opinion à leur sujet. Jusqu'à ce que les mouvements de la conscience politique débutèrent, ainsi que notre indépendance politique vis-à-vis de l'emprise des Occidentaux. Alors le sentiment de l'obligation de l'indépendance intellectuelle prit naissance. Sentiment que de notre personnalité, de la valeur de notre civilisation et de notre héritage. Sentiment de honte de notre situation précédente et de notre confiance aux orientalistes concernant la connaissance de ceux que nous avons comme héritage, croyances et lois. Cette conscience s'est répandue dans nos milieux intellectuels ainsi que spirituels et d'autres. Et nous commençâmes alors à découvrir la vérité, celle que ces orientalistes, dans leurs recherches et leurs visées religieuses et colonialistes, c'est la vérité, celle de ces orientalistes dans leurs recherches et leurs visées religieuses et colonialistes derrière cela. Nous sommes toujours en train de marcher vers cette direction qui n'a pas encore été complétée. Sa force est son auto-indépendance, car c'est la règle d'Allah concernant toute chose. Mais nous parviendrons à cette étape avec la permission d'Allah, jusqu'à ce que vienne un jour où nos enfants et nos petits-enfants se demanderont à quel point nous étions naïfs pour avoir été dupés par ces orientalistes. Viendra un jour où nous retournerons vers l'étude de l'héritage occidental et la critique de leur religion, science et civilisation. Et viendra également le jour où nos enfants et petits-enfants utiliseront les critères de la critique qu'ont établis ces occidentaux concernant la critique de leurs dogmes et sciences, qui se trouvent alors plus cohérents et plus faibles que ceux qu'ils, c'est-à-dire les orientalistes, collent aujourd'hui à notre dogme et à nos sciences. Et si les musulmans utilisaient les critères de la critique scientifique que les orientalistes utilisent dans la critique du Coran et de la Sunna pour juger leurs livres sacrés et leurs sciences, pour juger leurs livres sacrés et leurs sciences héritées, que resterait-il comme force à ces livres sacrés et aux sciences historiques chez eux? Et qu'est-ce qu'ils auraient comme détermination?
Et si les musulmans utilisaient à l'avenir les critères de la critique scientifique que les orientalistes prétendent avoir pris lors de la critique et de notre histoire et nos imams dans la critique de l'histoire de cette civilisation, ces choses sacrées, ces conquérants, ces chefs et ces savants, ne sortiraient-ils pas avec un résultat de doute et de mauvaise opinion bien plus grande que ceux que les orientalistes ont extraits de notre civilisation et de nos grands de ce monde? Cette civilisation ne semble-t-elle pas un vêtement usé et râpé? Les hommes de cette civilisation, savants, politiciens et lettrés, ne semble, ne semble-t-il pas une image terne, sans effet pour la dignité, sans comportement ni conscience? Il m'arrive souvent de souhaiter que des hommes parmi nous se soient consacrés à l'écriture sur cette civilisation et l'histoire de ces savants, avec le même style avec lequel ont écrit les orientalistes en poursuivant des informations caduques et en comprenant les textes d'une manière fausse, en transformant le bien en mal et en semant le doute dans tout bien qui émane de ces occidentaux. Si cela s'était produit, une image amusante, honteuse de cette civilisation et de ces hommes en serait sortie. Que récuseraient en premier lieu les orientalistes? Voyez-vous, l'un d'entre vous, voyez-vous, l'un d'entre nous assume ce fardeau, celui d'adopter les critères de critique des Occidentaux, de la manière dont nous avons mentionné, pour donner une image de leurs croyances, leur civilisation, afin que les orientalistes eux-mêmes lisent et constatent alors comment cette méthode qu'ils ont prétendu utiliser pour connaître la vérité de notre histoire et notre religion s'est retournée en mal contre eux. Peut-être auront-ils honte, après cela, de leur persistance dans l'altération, la tromperie et la destruction. Cela étant, je crois que cette époque sur laquelle nous nous appuyons concernant les références de notre connaissance et de nos sciences et de notre histoire sur ces occidentaux est révolue. En dépit du fait qu'ils n'ont comme référence que nos ouvrages et nos compilations, même si nous étions ignorants auparavant, le temps est venu pour nous de retirer de nos fronts l'humiliation de l'ignorance de nos sources et de l'opprobre et de s'appuyer dans leur compréhension sur la compréhension d'étrangers, sur la compréhension d'étrangers à notre langue et corriger la croyance en notre religion et en nos érudits par rapport à ce que ces orientalistes fanatiques veulent bien nous faire croire à l'encontre de notre religion et de nos savants en termes de doute et de mauvaises opinions. Le temps est venu d'accomplir ce dont nous avons fait table rase et ce dont nous avons répandu parmi nos trésors scientifiques enfuis, et ceux qui ont empli nos personnes d'une conscience noble et d'un sentiment d'indépendance de la personnalité. S'il reste encore aujourd'hui quelqu'un qui fasse confiance à leur compréhension ou à leur opinion dans nos sciences, qu'il lise donc, s'il veut, davantage de détails, ce que j'ai écrit à propos des orientalistes et mon débat sur leurs opinions dans mon livre La Sunna et son rang dans la loi islamique, et dans d'autres livres qui révèlent les intrigues de ces orientalistes qui sont alors dévoilés sous leur véritable jour, comme ils sont en réalité et comme ils ont toujours voulu être. Si nous traitons durement les falsificateurs et les trompeurs à l'instar de Goldziher, nous ne nions pas le mérite des personnes équitables dans la diffusion de nos précieux ouvrages anciens et leur persévérance dans la recherche de la vérité, puisque la science n'est pas le monopole d'une seule nation. Et l'islam, qui est la religion d'Allah pour le monde entier, aucun peuple ne peut monopoliser sa compréhension.
que la comprenne qui veut, à condition de se parer des qualités des savants qui sont l'équité, la sincérité pour la vérité et l'éloignement du fanatisme et de la passion. Donc voilà comment conclut le docteur Mustapha Sibai son livre, histoire entre guillemets de vous faire une petite synthèse de ce qui a voulu être dit. C'est en gros, après avoir détaillé les différentes positions méthodologiques qu'on peut trouver chez les orientalistes, il faut que nous, on se rapproche de nos sources selon la méthodologie qui a été établie par nos chouilleurs, par nos héritiers, par ceux qui ont posé les bases de la méthode scientifique islamique, que ce soit en matière de théologie, mais également dans d'autres types de sciences. Il faut également que l'on puisse avoir une analyse critique, un peu, on va dire, une réponse à l'orientalisme par une forme d'occidentalisme, c'est-à-dire d'analyse un petit peu critique de l'histoire de la civilisation et de la religion en Occident. Sauf que le docteur Mustapha Sibai insiste sur le fait qu'il ne faut pas, entre guillemets, faire du talion mal placé, c'est-à-dire utiliser la ruse et le mensonge et la tromperie pour critiquer la civilisation occidentale, comme l'ont fait les orientalistes avec l'islam, mais également beaucoup de peuples d'Asie, même si, en fonction des peuples, cela, par moments, a été aussi fait de manière beaucoup plus gentille. Prenez l'exemple des Mongols, des Chinois ou des Japonais. De manière générale, les Japonais étaient mieux traités que les Chinois et les Chinois étaient mieux traités que les Mongols dans la méthode orientaliste. Et les Mongols, d'une certaine manière, étaient mieux traités que les musulmans. Donc, en gros, ils nous appellent à nous réaccaparer nos sources historiques, notre méthode scientifique, et que ce soit en théologie et dans les sciences de manière générale, dans le but d'éviter de se faire avoir par la manipulation des orientalistes. Il nous dit également, en gros, qu'il ne faut pas que nous ayons honte de notre héritage et de notre patrimoine et que nous ne devons pas nous sentir d'une certaine manière en retard par rapport à l'Occident. Vous savez, vous entendez beaucoup d'islamophobes, de racistes, des fois sur Internet, disent oui, mais combien de musulmans ont eu le prix Nobel? Si on regarde l'histoire comme étant un tout, force est de constater que la méthode scientifique moderne qui a permis à beaucoup d'Occidentaux d'avoir ce qu'ils appellent le prix Nobel, qui est au final juste un cadeau remis entre copains, cette méthode scientifique qui a été certes peut-être modernisée par les Occidentaux, les bases, les fondements de la méthode scientifique moderne ont été posés par les savants, les scientifiques arabo, perso, turco, musulmans, etc., etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la décadence qui touche le monde musulman aujourd'hui, cette décadence au niveau éthique, moral, scientifique, est en grande partie due aux conséquences de l'orientalisme et au soutien que l'orientalisme a donné à la colonisation dans le but de pervertir et de rabaisser la valeur scientifique et civilisationnelle du monde musulman. Même s'il est vrai qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la grande ère des épistémologues, donc de scientifiques maîtrisant plusieurs sens, on est plutôt aujourd'hui dans l'ère de la spécialisation, et même il y a une spécialisation de la spécialisation, si on peut dire ainsi,
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, beaucoup de musulmans sont très compétents dans certains domaines. Ils ne maîtrisent peut-être pas plusieurs aspects des sciences. Par exemple, un ingénieur va être un très bon ingénieur musulman, va rester un très bon ingénieur musulman. Mais cette curiosité un peu naturelle que l'on avait avant dans le monde musulman, c'est un petit peu perdu. Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou non, d'une certaine manière, l'orientalisme, la colonisation et l'histoire et le traitement contemporain occidental de l'histoire musulmane amènent beaucoup justement de personnes à penser qu'ils ont un retard vis-à-vis de l'Occident. Ce qui n'est pas totalement vrai. Ce qui ferait qu'ils veulent absolument... Ils vivent beaucoup dans cette espèce de compétition malsaine entre l'Occident et le monde musulman, avec cette volonté de vouloir rattraper le monde occidental, de vouloir récupérer un soi-disant retard sur le monde occidental en délaissant justement cette curiosité généralisée que nous demande la religion. Cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas se spécialiser dans un domaine. Cela veut dire que l'on doit aussi également avoir cette même rigueur que l'on a dans l'étude de ce domaine-là et que et cette même rigueur doit se porter à différents aspects des sciences, qu'elles soient théologiques ou mondaines. Même si l'on, excusez-moi, même si l'on peut-être n'apprend pas forcément euh, de la même manière les sciences dans lesquelles on se spécialise avec des sciences que l'on apprend entre guillemets pour le plaisir. L'Orient et surtout le monde musulman n'a pas à rougir du développement scientifique de l'Occident et n'a pas à se sentir inférieur à cela. Il suffit que justement les valeurs éthiques et morales religieuses qui ont toujours conditionné le monde musulman à se développer technologiquement parlant et intellectuellement parlant doivent justement aujourd'hui reposer le contexte et les bases d'une méthode musulmane contemporaine de développement scientifique. Donc voilà un petit peu la conclusion, la conclusion du docteur Mustapha Sibai sur ses travaux de recherche sur les orientalistes. Et donc à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, on va voir différents arguments un petit peu, on va dire, redondants dans les thèses orientalistes vis-à-vis de l'islam et de la civilisation musulmane. Et justement, beaucoup de thèses orientalistes posent les bases aussi un peu d'une certaine vision islamophobe que l'on peut trouver aujourd'hui sur Internet et les réseaux sociaux. Donc c'est cela qu'on va voir à partir de la semaine prochaine. Donc on verra tranquillement les différentes grandes thèses orientalistes critiques vis-à-vis de la religion musulmane. Et après cela, je pense que nous aurons fait le tour de ces cours sur orientalisme. Nous aurons fait le tour de cette série de cours sur orientalisme. Et je réfléchis encore, mais après, un autre cours viendra remplacer ce temps du lundi. Et on verra justement quel cours viendra remplacer, parce que j'ai plusieurs idées de cours à ajouter en plus. Inch'Allah ta'ala, euh, on verra justement par la suite quel cours viendra se rajouter, quel cours viendra se rajouter justement
euh, en plus et quel cours remplacera notre temps du lundi après-midi. De toute façon, je mettrai dans les annonces le planning, euh, la modification justement des nouveaux cours. N'hésitez pas en tout cas, euh, si vous revoyez cette rediffusion, n'hésitez pas si des fois vous avez des besoins, vous souhaitez aussi vous inscrire à des cours privés, individuels, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un message sur le serveur Telegram ou même par mail, etc. Et on se retrouve, vu qu'on est lundi après-midi, on se retrouve mercredi à midi pour le cours sur les croisades et mercredi. Donc voilà, le prochain cours sera, vu qu'on est lundi, sera mercredi à midi, de midi à 1 heure sur le cours pour les croisades. Donc le cours a été plus court que prévu, comme je vous disais, parce que nous avons conclu justement cette recherche du docteur Mustapha Sibai sur l'orientalisme et les orientalismes, et on verra à partir de la semaine prochaine les thèses, on va dire, les plus redondantes que l'on retrouve le plus chez les orientalistes et qui amènent également justement à, euh, on va dire, certaines critiques de certains islamologues qui sont juste le pendant contemporain de ce qu'on appelait avant l'orientalisme théologique. Donc beaucoup de personnes qui se revendiquent islamologues aujourd'hui ne sont que les héritiers ou la mise à jour de l'orientalisme vis-à-vis de la théologie musulmane. Et donc, les différents sujets redondants que l'on traitera à partir de la semaine prochaine sont justement des thèses qui sont souvent soutenues par certains islamophobes, par certains islamologues, dans le but de discréditer la religion et la civilisation musulmane. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayk, bismillahir rahmanir rahim wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله.